Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Merci de nous choisir. Installez-vous confortablement, les titres, les voici. Nous parlerons du secteur minier. Le Togo pourrait très prochainement réintégrer l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITE. Le pays en avait été suspendu pour ne pas avoir présenté certains de ses rapports d'activité à temps. Du nouveau également dans les préparatifs pour la tenue des premières élections régionales, le nombre de conseillers régionaux par commune a été communiqué, les précisions dans cette édition. Au-delà de nos frontières, l'un des tribunaux des Nations Unies basé aux Pays-Bas a annoncé qu'il n'y aurait pas de procès pour Félicien Kabuga, le présumé argentier du génocide de Rwanda. Des raisons liées à son état de santé sont évoquées. Autre actualité en Libye, le comité mixte pour la préparation des lois électorales a annoncé mardi la concrétisation d'un accord concernant un certain nombre de sujets liés à la tenue des élections dans le pays. C'est tout pour les titres de ce soir. Restez avec nous, les précisions dans un instant. Sujet politique à l'entame de cette édition, les autorités s'activent pour la tenue des toutes premières élections régionales censées tenir cette année. Et dans ce sens, le nombre exact de conseillers régionaux par commune a été rendu officiel. Le point avec Elodie Yenchabré. De manière progressive, le Togo se rapproche de ses premières élections régionales. De fait, les autorités du pays ont signé un document présentant le nombre de conseillers par région. La répartition du nombre de conseillers par région est basée sur la constitution togolaise qui place les régions dans les collectivités territoriales. En effet, les circonscriptions électorales utilisées pour les élections régionales sont identiques à celles utilisées dans le cas des élections législatives. C'est à ce titre que le décret portant définition du ressort territorial et répartition du nombre de conseillers régionaux par région et par circonscription électorale datant du 31 mai 2022 a fixé le nombre de conseillers régionaux par région selon un critère démographique. Le nombre de conseillers par région est fixé comme suit. 21 pour les régions dont la population est inférieure ou égale à 1 million d'habitants, 31 pour les régions dont la population est comprise entre 1 million et 1 500 000 d'habitants, 41 pour les régions dont la population est supérieure à 1 500 000 habitants. Ainsi, la région des Savanes s'en sort avec 31 élus. De même que l'Akara, 25 élus sont accordés à la région centrale. La région des Plateaux compte 43 conseillers et la région maritime se taille la grande part avec 49 conseillers régionaux. Par ailleurs, chaque chef lieu de région a 7 conseillers à l'exception des 2 qui constituent le Grand Lomé à raison de 9 conseillers à Guénivé et 9 pour le Golfe. C'est donc un total de 179 conseillers régionaux qui seront élus en 2023. Selon les dernières nouvelles relatives au secteur minier, le Togo va réintégrer l'ITE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Cela fait déjà quelques mois que le pays en avait été suspendu pour manquement à l'une de ses obligations. Les précisions dans ce reportage de Nadège Arlia. Suspendu temporairement en février de cette année pour des raisons de retard de son rapport de 2020, rapport censé présenter les revenus des activités d'exploitation des ressources du secteur extractif, comme cela se fait toujours, le Togo finalement va pouvoir réintégrer l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITE, qu'il a rejoint depuis 2010. Cette réintégration a été annoncée par le gouvernement parce que le rapport est aujourd'hui disponible. Au-delà d'avoir manifesté le désir de recourir à un conciliateur indépendant pour l'élaboration du dit document et ce à venir, le pays a également fait des efforts pour améliorer son secteur minier. Une ambition illustrée par son intégration prochaine au Centre africain de développement minier, mais aussi par la création d'une société de manganèse. Outre ceci, le pays a convenu d'un accord avec Kiras pour l'exploitation de la mine de Naïga et projette l'implantation d'une usine d'engrais phosphatés en collaboration avec l'Office chérifien des phosphates. L'ITE, pour rappel, a été créé depuis 2003. La bonne gestion des revenus publics des industries extractives de ces pays membres reste sa préoccupation majeure.
Le golfe de Guinée est désigné comme la zone la plus dangereuse au monde parlant de commerce international et de piraterie. En 2020, plus de 95% des actes de banditisme en haute mer s'est produit dans le dit golfe. Des réflexions sont en cours à cet effet pour trouver des solutions au mal. Le point avec Kofi Kligué. Depuis 2020, le golfe de Guinée est devenu une plaque tournante du commerce illicite en haute mer et le centre de la piraterie maritime mondiale. C'est ce que révèle le Centre français du Maritime Information Cooperation and Awareness, MICA Center, chargé depuis 2016 d'analyser la situation sécuritaire maritime mondiale. Selon le MICA Center, la zone allant du Ghana à la Guinée équatoriale est aujourd'hui la région la plus frappée par la piraterie. En 2020, un tiers des attaques et plus de 95% des 135 enlèvements de marins enregistrés se sont produits dans cette région aussi vaste que la Méditerranée, selon le Bureau international maritime, une branche de la Chambre du commerce international. Au cours de cette même année 2020, 375 actes illicites en mer ont été recensés. Ils vont de la prise de navires aux enlèvements d'équipage contre rançon en passant par des vols de cargaison. À Lomé, les pays de l'Afrique de l'Ouest tentent de trouver une issue à la situation. Selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement du commerce, ONUDC, 57 tonnes de cocaïne ont été saisies dans les eaux de l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, le commerce illicite fait perdre à l'Afrique plus de 17 milliards de dollars chaque année. Parlons sécurité, mais cette fois-ci routière. Elle est une priorité absolue pour tous, que ce soit pour les autorités, les organismes de réglementation, mais aussi pour les citoyens. Par rapport à la récurrence des accidents de route au Togo, l'Association togolaise des consommateurs appelle à l'adoption des comportements responsables. Les précisions de Bernard Quinvi. Les accidents de circulation deviennent de plus en plus fréquents au Togo. L'on ne finira jamais d'attirer l'attention des autorités compétentes sur l'état des routes et aussi sur le comportement à risque de certains usagers. Sur le sujet, l'Association togolaise des consommateurs ATC souligne la nécessité d'une action collective pour prévenir les accidents de la route et sauver des vies. L'ATC exhorte en effet le gouvernement et les organismes de réglementation à mettre en place des politiques et des réglementations efficaces pour promouvoir la sécurité routière à travers des campagnes de sensibilisation, des formations obligatoires pour les conducteurs, l'amélioration des infrastructures routières. L'association appelle aussi à prévoir un mécanisme de surveillance de la circulation à travers la mise en place des caméras de circulation et leurs postes de contrôle. Selon l'ATC, ce mécanisme permettra d'identifier les fuites dans la circulation, par exemple l'excès de vitesse, le non-respect des signalisations et de faire appliquer les sanctions aux usagers en infraction. Rappelons que le bilan sécuritaire de l'année 2022 publié en février dernier par le ministère de la Sécurité fait état de 7 507 accidents avec 683 décès. Au sein de la société, les arnaques par téléphone ne cessent de se multiplier ces derniers temps. S'opérant sous diverses formes, leur finalité reste de déposséder les utilisateurs de leurs avoirs financiers. Dans le reportage qui suit, nous lançons l'alerte aux utilisateurs, aux opérateurs de téléphonie mobile, mais également à l'autorité de régulation. Le reportage est signé Promise Bomembe. Appels trompeurs provenant de numéros inconnus, messages frauduleux de faux organismes de services publics ou d'institutions financières, fausses promotions avec des offres alléchantes, les arnaques téléphoniques ne cessent de prendre de l'ampleur ces derniers temps. L'idée derrière ces actes de mauvaise foi consiste à soutirer les informations personnelles sensibles des utilisateurs, comme les numéros de carte, le mot de passe ou les numéros de sécurité sociale, ce qui peut conduire à de graves conséquences comme la fraude financière ou l'usurpation d'identité. Si les opérateurs de téléphonie mobile doivent prendre les dispositions pour repérer ces arnaqueurs et réduire le phénomène dans la mesure du possible, les utilisateurs doivent en attendant faire preuve de vigilance, procéder à un filtrage des appels grâce aux applications adaptées, se méfier des offres trop belles pour être vraies et pour finir, dénoncer autant que possible les cas d'arnaque. C'est le lieu d'appeler l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes à poursuivre ces actions en collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile en renforçant les mesures de sécurité, prévenant ainsi les utilisateurs des risques auxquels ils sont constamment exposés.
Pour ceux qui l'ignorent, la 5e journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments est célébrée ce 7 juin 2023. À travers le monde entier, cette journée vise à sensibiliser l'opinion publique et a fait naître l'envie d'agir pour prévenir, détecter et gérer les risques d'origine alimentaire pour un développement durable. Reportage Afzal Gandé, Félicité Chapla. L'un des plus grands défis auxquels est confronté le monde est la sécurité sanitaire des aliments. En effet, selon l'OMS, plus de 1 600 000 personnes tombent malades par jour à cause des maladies liées aux aliments impropres. 340 enfants de moins de 5 ans meurent en moyenne quotidiennement de maladies d'origine alimentaire évitables. Face à la situation, la communauté internationale a décrété depuis 2019 la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments tous les 7 juin. Les normes alimentaires sauvent des vies, c'est le thème retenu pour la célébration de cette année qui vise à sensibiliser l'opinion publique et faire naître l'envie d'agir pour prévenir, détecter et gérer les risques d'origine alimentaire et ainsi contribuer à la sécurité alimentaire, à la santé humaine, à la prospérité économique, à la production agricole et à l'accès et au développement durable. Notons que cette journée représente une composante essentielle de la sécurité alimentaire et joue un rôle crucial dans la réduction des maladies d'origine alimentaire. Pour rappel, 200 maladies sont causées par des aliments impropres à la consommation, allant de la diarrhée au cancer. Actualité au-delà de nos frontières au Sénégal, au rang des décès survenus lors des affrontements entre civils et forces de l'ordre suite à la condamnation de l'opposant politique Ousmane Sonko, figure une victime dont les parents réclament justice. Reportage. Dans le petit village de pêcheurs de Bargny, à l'extérieur de la capitale sénégalaise, les parents de Doudou Diène ont dit adieu à leur plus jeune fils mardi. Tué lors des violences qui ont suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à Dakar la semaine dernière, le jeune homme de 33 ans est décédé dans des circonstances qui restent inconnues. La famille a reçu l'appel vendredi en fin de journée, annonçant que leur fils était à l'hôpital et qu'on lui avait tiré dessus. Il est décédé environ 6 heures plus tard. Je n'ai jamais entendu un manifestant qu'on a tiré par balle. Pendant des années. Pendant des années, on sortait, on marchait, on dénonçait, pas avec cette violence. Et sa mort ne doit pas être en vain. Hein. C'est ça mes principes, moi. Des centaines de parents et de voisins se sont rassemblés dans une mosquée verte où le cercueil a été déposé. Après une dizaine de minutes d'hommage, le cortège silencieux des hommes a pris le chemin du cimetière à la sortie de la ville. Les femmes se rendront sur la tombe plus tard. Nous demandons juste que justice soit faite pour toutes ces personnes qui ont perdu la vie, pour tout le monde, parce que c'est vraiment très triste et le pouvoir n'en vaut pas la peine, quoi. Doudou était marié, père d'un bébé de 14 mois et avait 2 frères et une sœur. L'opposition pointe du doigt la répression sévère des manifestants, tandis que le gouvernement dénonce une tentative de déstabilisation planifiée par des forces obscures et des hommes armés. Il n'y aura pas de procès pour Félicien Kabuga, l'argentier présumé du génocide rwandais. C'est ce qu'a décidé ce mercredi l'un des tribunaux des Nations Unies basés aux Pays-Bas. Pour l'institution, Félicien Kabuga, âgé de 88 ans, serait inapte pour le procès. Un tribunal de l'ONU basé à La Haye aux Pays-Bas jette l'éponge et n'organisera pas le procès de Félicien Kabuga, financier présumé du génocide au Rwanda en 1994. L'octogénaire est inapte à être jugé, a fait savoir le tribunal. En mars déjà, les juges avaient suspendu son procès le temps de faire le point sur son état de santé. Arrêté en 2020 près de Paris après 25 ans de cavale, Félicien Kabuga est notamment accusé d'avoir participé à la création des milices Hutus interarmées. Il aurait aussi, selon l'accusation, distribué des machettes aux milices et dirigé la tristement célèbre Radio 1000 Collines qui a diffusé des appels au meurtre des Tutsis, des chefs d'accusation qu'il a toujours niés. Au Kenya, la forêt de Chakaola, forêt ayant abrité les fosses communes de moins de 250 personnes membres d'une secte évangélique, toute retrouvée morte sera transformée en lieu de mémoire. Une décision prise par les autorités du pays ce mardi, alors que débutait la 3e phase de l'exhumation des corps. La forêt de Chakaola, près de la ville de Malindi au Kenya. Plus de 250 personnes, des fidèles de l'Église internationale de Bonne Nouvelle,
avait trouvé la mort ici en avril. Le site sera transformé en un lieu de mémoire. L'annonce a été faite mardi par le ministre kényan de l'Intérieur alors que débutait la 3e phase d'exhumation des victimes, au cours de laquelle 9 nouveaux corps ont été retrouvés. Le chef de la secte sera inculpé de génocide pour avoir convaincu ses adeptes de jeûner jusqu'à la mort afin de rencontrer Jésus. Au moins 35 autres personnes soupçonnées d'être impliquées dans ce drame ont été arrêtées, selon la police. L'affaire a ravivé le débat sur l'encadrement des cultes dans ce pays qui compte 4000 églises, selon des chiffres officiels. Le président kényan William Ruto a créé un groupe de travail chargé de l'examen du cadre légal et réglementaire régissant les organisations religieuses. Sujet politique en Libye, les membres du comité mixte pour la préparation des lois électorales dans le pays se sont convenus sur un certain nombre de sujets relatifs à la tenue des élections au sein du pays. Un progrès qui, espère-t-il, contribuera à l'apaisement des tensions dans le pays. Le comité mixte pour la préparation des lois électorales en Libye a annoncé mardi la réalisation d'un accord complet concernant un certain nombre de dossiers liés à la tenue des élections dans le pays lors d'une réunion à la station balnéaire de Bouznika au sud de Rabat. Le parlementaire Mouloud Al-Aswad a salué les efforts du Haut Conseil d'État et de la Chambre des représentants et espère que l'accord permettra de stabiliser le pays. Nous sommes accordés sur les lois pour les scrutins législatifs et présidentiels avec l'ensemble des membres de la Commission et nous espérons que cette étape sera bénéfique pour la stabilité de la Libye. L'accord doit permettre l'organisation des élections législatives et présidentielles cette année. Selon le chef de la délégation du Haut Conseil d'État, les lois approuvées par la Commission permettent à tout citoyen de se présenter et n'excluent personne à la participation aux élections. Fatala Houssine, membre du Haut Conseil libyen, a qualifié l'accord de satisfaisant et juste. Le travail a été satisfaisant. Il a pris en considération les opinions de toutes les parties et a abouti à un consensus. Nous sommes très satisfaits et fiers de ce que nous avons réalisé pour le pays et le peuple libyen et nous sommes impatients de voir le peuple s'exprimer et exprimer sa volonté à travers les élections. Cette annonce amorce une percée dans le pays d'Afrique du Nord qui se remet difficilement des révolutions du printemps arabe et qui n'a pas connu d'élection depuis 2012. L'instabilité provoquée par les milices armées et les groupes radicaux ont miné le processus et le gouvernement depuis la mort de Mouammar Kadhafi. Au-delà du continent africain, la ville de New York s'est retrouvée ces dernières heures sous un épais nuage orangé à l'odeur de fumée venant directement des incendies qui font rage au Canada. Environ 160 feux sont toujours actifs au Québec, devenu l'épicentre d'un printemps catastrophique sur le front des incendies au Canada. Les autorités d'Ottawa, quant à elles, prient les habitants d'éviter les activités physiques extérieures et soulignent que la situation devrait perdurer pour le reste de la semaine. Mesdames et messieurs, nous voilà arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, bonne suite de soirée chez vous.